Croyez-vous que les chevaux ne se couchent jamais, sauf quand ils sont malades, et qu'ils nous perçoivent comme plus grands qu'eux, qu'une année en âge de chien équivaut à 7 ans pour un humain, et que les chats mâles mangent les petits si on ne les isole pas après la mise bas? On dit tout ça, mais est-ce de la science ou de la fiction? Dans Le Petit Prince, Saint-Exupéry fait dire au renard « On ne connaît que les choses que l'on apprivoise ». Au fil du temps, l'être humain a donc apprivoisé nombre de bêtes, que ce soit pour les faire travailler ou pour les manger. L'arrivée dans nos vies d'animaux apprivoisés simplement pour nous tenir compagnie est plus récente, et ces animaux font de plus en plus partie de nos vies. Au Canada, on retrouve au moins un chat ou un chien dans 55% des foyers. Si on suit la logique de Saint-Exupéry, on suppose que ce sont des animaux que nous connaissons bien. Mais est-ce vraiment le cas? Prenez le chien, par exemple. Tout le monde affirme qu'un an dans la vie d'un chien équivaut à 7 années humaines, qu'un chien de 3 ans aurait 21 ans en âge humain. Mais est-ce que c'est aussi simple que ça? Si ce calcul élémentaire et cette théorie font du sens, alors comment expliquer qu'un chiot de moins d'1 an puisse se reproduire? À moins qu'il ne soit vraiment très précoce, la théorie du 7 ans ne tient plus la route. Le mythe du fait qu'une année de chien équivaudrait à 7 années de vie humaine, en fait, ça remonte dans les années 60, où l'espérance de vie moyenne d'un humain était autour de 70 ans. Or, le chien vivait à cette époque-là en moyenne 10 ans. Alors, les gens faisaient une règle de 3 puis ils disaient, bien, effectivement, 1 an de chien, c'est égal à 7 ans d'humain. Malheureusement, c'est pas aussi simple que ça. Premièrement, on sait qu'en 2007, l'espérance de vie moyenne au Canada était autour de 80, là, hommes et femmes confondus. Donc, déjà au départ, l'équation ne tient pas la route. En fait, il y a des facteurs à prendre en considération quand on veut établir l'âge de son chien. La première chose à prendre en considération, naturellement, c'est la race, la taille du chien. Forcément, parce que on sait que les petits chiens vont vieillir plus rapidement dans les 2 premières années. Donc, au lieu de 7 ans, on parlerait plus de 15 ans, mais ils vont vivre plus vieux. Donc, les dernières années de leur vie, la période va être plus courte. C'est l'inverse pour les grandes races de chiens. Un chien va vieillir moins rapidement au début, un gros chien. Je donne l'exemple, un lévrier irlandais va être quand même assez bébé la première année, mais son espérance de vie moyenne est de 7 ans. Ce qui veut dire qu'à l'âge de 5 ans, ce chien-là est considéré comme effectivement très vieux. En fait, surtout, ce qu'on utilise, nous, les vétérinaires, c'est un espèce de tableau. Puis ça va avec le poids de notre chien. Par exemple, un chien qui aurait 10 ans, s'il est en bas de 20 livres, ça équivaut plus comme à 56 ans de vie humaine, tandis qu'en haut de 90 livres, on parle plutôt d'environ 80 ans de vie humaine, là. Donc, c'est vraiment selon le poids et puis pas selon n'importe quel animal. Mais le x7, ça peut nous aider un petit peu à juste nous donner une idée de l'âge de notre animal, mais c'est pas très exact. Une autre conception qu'il faut ajouter, un facteur qui va influencer cette courbe-là de vieillissement, c'est les espèces qui sont de race pure. Donc, les animaux qui sont de race pure, ils ont des maladies qui sont répertoriées, caractéristiques de leur espèce. Malheureusement, comme l'exemple, c'est le bouvier bernois. Qu'à un moment donné, tout le monde voulait un bouvier bernois, donc tout le monde s'est mis à reproduire des bouviers bernois. Puis là, il y a eu malheureusement un peu de mélange de la maman avec son petit garçon, puis
Ce qui se passe dans ce temps-là, c'est que les gènes qui sont récessifs, qui ont besoin d'avoir 2 fois un récessif pour l'exprimer, bien là, si on remet la mère avec son garçon ou bien la tante avec le petit-fils et tout ça, bien là, ces gènes-là ressortent, c'est sûr et certain. Mais d'une façon générale, les chiens qui sont tout mélangés vont effectivement vivre pas mal plus longtemps parce que la chance qu'il y ait le même problème génétique puis qu'il soit relié génétiquement, mère, père, fils, tout ça, elle est beaucoup plus faible. Fait que ça fait des chiens qui sont plus résistants. Cette théorie sur la longévité des animaux de race s'applique également aux chats. Il y a 2 exceptions pour ça, par exemple. Le siamois, qui est une race pure, c'est pas rare qu'il vive jusqu'à 20 ans, ce qui est quand même impressionnant. Et même le collie, qui est quand même un assez gros chien, on parle d'un chien de grande taille, c'est pas rare qu'il vive jusqu'à l'âge de 12 ans. Donc ça, ce sont les 2 exceptions qui confirment la règle. Donc, à cause de tous ces facteurs-là, c'est pas facile d'établir une période qui va correspondre exactement à la vie humaine ou la longueur de vie, si on veut, d'un humain. Puis en général, c'est à partir de 6 ans qu'il commence à y avoir une grosse différence entre les petites races et les grandes races. À partir de 6 ans, les grandes races vont vieillir beaucoup plus rapidement et les petites races vont vieillir beaucoup moins rapidement. Mais de façon générale, plus un chien va vieillir, plus ses articulations vont s'user, plus qu'il va avoir de problèmes musculaires. Il va avoir aussi des maladies un peu comme on va retrouver chez les humains au niveau du vieillissement du cerveau. Ça, c'est tout par l'oxydation des cellules. Donc, il va avoir des pertes de mémoire. Le chien peut finir par plus trop savoir où il doit aller faire ses besoins, puis savoir que les maîtres rentrent à une heure précise. Il peut faire aussi beaucoup plus d'anxiété, se sentir un peu plus perdu. Des problèmes généraux là, comme la fatigue au niveau du cœur, problèmes de peau aussi, beaucoup plus d'infections, des choses comme ça. Le plus vieux chien du monde est mort à 26 ans et 9 mois. C'était un chien croisé vivant au Japon. Il a rendu l'âme en décembre 2011. Sa maîtresse a affirmé qu'il était resté vif et heureux jusqu'à sa mort. Peut-être qu'il a agité la queue jusqu'à son dernier souffle. C'est vrai, on dit que les chiens qui agitent la queue sont heureux, qu'ils font ce geste pour traduire leur satisfaction. Science ou fiction? Juste avant la pause, on se demandait si le fait de bouger la queue était un signe de bonheur chez le chien. Eh bien, c'est plus compliqué que ça. Le chien peut effectivement bouger la queue de gauche à droite pour signifier qu'il est content. Mais le chien qui s'apprête à attaquer peut également agiter la queue. D'ailleurs, des scientifiques se sont penchés sur le langage corporel des chiens. D'après une étude scientifique, la queue du chien serait un formidable outil de communication. Ainsi, lorsque le chien remue la queue avec force vers la droite, c'est qu'il est content. S'il la remue un peu vers la droite, c'est qu'il se trouve face à l'inconnu. Mais s'il la remue avec force vers la gauche, c'est qu'il ressent de la peur. Les différentes régions de son cerveau dicteraient le mouvement de la queue. Il est plus simple de lire les émotions du chien en regardant son visage. S'il soulève les sourcils et penche la tête sur le côté, c'est qu'il est curieux. S'il plisse le front, c'est qu'il est inquiet. S'il a les traits détendus, c'est qu'il est heureux. De tous les temps, les êtres humains se sont intéressés au langage corporel des animaux. Ainsi, on dit que le cheval qui se couche est malade, qu'un cheval va préférer dormir debout. Alors, si vous trouvez votre cheval étendu par terre en train de dormir, devriez-vous vous inquiéter? Ce n'est pas vrai de dire que les chevaux ne se couchent jamais. Les chevaux ont besoin de moins se coucher comme l'homme. Ils ont besoin de moins de dormir que l'homme également. Donc l'homme habituellement dort en général en moyenne 8 heures par jour, tandis que le cheval, lui, il se couche également pour dormir, mais il se couche généralement quelques heures par jour. Okay? Donc c'est très variable de cheval à cheval. Il y en a qui se couchent même jamais pour dormir vraiment, mais il y en a qui ont besoin vraiment de
se coucher, de s'étendre. Ils peuvent rester ainsi pendant une vingtaine de minutes et après ça, ils se réveillent, ils se remettent en sternal et puis après ça, s'ils en ont encore le besoin ou s'ils se sentent en sécurité, ils se recouchent. Donc c'est vraiment par petits cycles comme ça. Normalement, quand ils se couchent de tour de relon, c'est ce qu'on appelle à ce moment-là un sommeil profond. Sinon, ils peuvent également somnoler. Donc, c'est à ce moment-là qu'on dit, est-ce que le cheval dort debout? Mais en fait, oui, il peut dormir debout, il somnole. Ok, il n'est pas dans un sommeil profond. Donc, les chevaux ont la capacité assez surprenante de pouvoir dormir debout. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des chevaux de certain âge. Donc, on peut voir des poulains, des yearlings d'1 an, 5 ans quand on commence à les monter, puis après ça, des chevaux matures. L'attitude n'est pas la même. Donc, un poulain, ça va être assez régulier quand on va voir les poulains qui sont couchés à terre, puis qui vont dormir à terre, même des fois jusqu'à 1 an d'âge. La raison, c'est que souvent, ils vont encore avoir la protection de la mère. Parce que cette raison-là de dormir debout, c'est pour être capable de partir à courir le plus vite possible si jamais il y a quelqu'un qui court en arrière de moi puis qui veut me manger. Parce qu'un cheval, à la base, c'est une proie. Puis des fois, on a tendance à l'oublier parce que c'est un animal qui est tellement imposant, tellement gros, tellement musclé, qu'on se rappelle plus des fois que c'est une proie à un cheval, au même titre qu'un cerf de Virginie au Québec ou qu'un orignal. Ces animaux-là, il faut qu'à tout moment, ils soient prêts à partir à courir pour sauver leur vie. Donc, c'est pour ça que oui, ils sont capables de dormir debout. Ils ont un système dans leurs jambes qui bloque l'articulation. C'est une combinaison de ligaments, de tendons puis de ses os, en fait, qui va réussir à bloquer sa rotule. Ça, c'est l'os du genou, l'os rond qu'on a dans le genou. Il va réussir à la bloquer, faire en sorte que ses genoux ne vont pas plier. Ça va lui permettre de rester en position stationnaire debout. Les chevaux vont se coucher sur le sol pour régénérer leur organisme, mais ils vont le faire vraiment seulement s'ils se sentent à l'aise, s'ils sont en sécurité. Donc, ça va être par exemple dans leur box. Ça, ils vont être capables de se coucher, de passer une bonne partie de leur nuit comme ça, ou dans le pré, quand ils sont capables de voir qu'il n'y a pas de prédateurs. Les chevaux qui ne se couchent pas et qui n'ont pas un sommeil profond, mais c'est surtout des chevaux qui ne se sentent pas en de bonnes conditions environnementales pour pouvoir se laisser aller. Donc, si un cheval vient de changer de place et ne se sent pas à l'aise, mais c'est sûr que lui va passer tout le temps son temps debout et va plus somnoler qu'un autre. Et puis, à la minute où il va changer d'environnement, à ce moment-là, il risque de rattraper comme le sommeil et puis de dormir couché à ce moment-là plus longtemps. Mais le cheval a quand même une très, très bonne résistance et peut passer des jours sans avoir nécessairement besoin de se coucher et de faire un sommeil profond. Dans certains cas, un cheval qui peut être couché peut être malade. Il y a des conditions au niveau des sabots qui peuvent être très, très douloureux qui vont faire que le cheval va rester couché. Parfois des conditions aussi au niveau de l'abdomen, comme des conditions inflammatoires ou des conditions de torsion peuvent faire en sorte que l'animal ne sait pas comment se placer, va se coucher, se relever. Puis dans les cas de maladie terminale, l'animal va finir par rester au sol. Les chevaux sont des animaux prudents, sans doute parce qu'ils voient leur entourage plus grand qu'il ne l'est vraiment. On affirme que c'est pour ça que le cheval a été si facile à domestiquer. Il nous verrait 7 fois plus grands que nous le sommes en réalité. Est-ce que c'est vrai? Ce qu'on sait, c'est que la rétine du cheval est beaucoup plus grande que celle de l'homme. Donc, probablement que oui, il voit 50% plus grand que nous. Sauf qu'il voit tout 50% plus grand. Il voit la souris à 50% plus grand, mais proportionnellement, il voit l'homme également. Donc, au final, oui, peut-être qu'il voit plus grand, mais il ne voit pas comme un géant. Donc, la perception visuelle des chevaux est différente aussi de celle des autres animaux de par la structure de leur globe oculaire. Ce qui fait qu'ils ont avantage à percevoir les choses d'une façon plus grande que nature pour peut-être aller chercher des détails, pour être sûr et certain que s'il y a un animal qui veut les manger, qu'ils ne manquent pas dans leur périphérie visuelle.
chevaux ont des grands yeux proportionnellement à leur taille, donc plus grands que les nôtres, et ils sont placés latéralement de chaque côté de la tête. Donc comme les yeux sont latéraux, il a vraiment un champ de vision pour chaque œil de presque 180 degrés, c'est-à-dire qu'il voit en avant et qu'il voit en arrière également et latéralement. Okay? Le gros point faible de la vision du cheval, c'est qu'il a 2 angles morts. En avant, il y a un petit angle de vision très minime, mais qui se situe plus ou moins à 2 mètres par rapport à sa tête, et en arrière des oreilles, pareil. Donc, il ne faut jamais s'approcher d'un cheval en arrière, sans l'avertir, sans faire de bruit, parce que si on y va sur la pointe des pieds et on lui dit « Bonjour mon grand », là, il risque de sauter et à ce moment-là d'avoir très peur parce qu'il ne vous a pas vu. En avant, ben c'est pareil. Quand il y a des compétitions de saut à cheval, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, avant que le cheval arrive à l'obstacle, parfois, ils sont un peu de travers pour que un œil puisse voir vraiment où le cheval s'en va, pour vraiment être sûr qu'il voit bien l'obstacle et que l'obstacle n'arrive pas en plein milieu de son angle mort et puis qu'il ne s'en aperçoive pas. Est-ce que le cheval a une vision de loin aussi bonne que la nôtre? Peut-être pas aussi précise que la nôtre, mais oui, le cheval voit très bien au loin. Et ce qu'il voit encore mieux, c'est vraiment, il va détecter le mouvement beaucoup plus rapidement que nous. C'est-à-dire que le cheval va détecter quand il y a un oiseau qui s'envole, mais nous, on va voir beaucoup plus facilement l'oiseau. Au niveau des couleurs, le cheval voit presque la même gamme de couleurs que l'humain. Il est par contre un peu plus sensible aux tons de jaune et de vert. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'un cheval en pleine nature, eh bien, il y a de l'herbe, les arbres, la végétation. Donc le vert est très présent dans son environnement. Et puis le jaune, ben, c'est le soleil et puis la terre également. Donc c'est ces couleurs-là qui sont le plus proéminentes dans sa vie. Mais sinon, il est quand même sensible et il est capable de voir les autres teintes de couleurs. Donc, la vision chez les chevaux s'est développée pour répondre à leurs besoins particuliers, qui sont des animaux à la base, qui sont des proies, puis qui veulent essayer de faire en sorte, le plus possible, de ne pas se faire manger. La fuite en avant. L'animal qui l'illustre le mieux est sans doute le hamster qui fonce tout droit vers son destin, dans la petite trou de sa cage. Et il fait ça la nuit, parce que le hamster est un animal nocturne. Alors, toute la nuit, il court et court encore. On dit qu'il peut parcourir 10 km en une seule nuit. Science ou fiction? Juste avant la pause, on se demandait si le hamster courait vraiment l'équivalent de 10 km par nuit dans sa petite roue d'exercice. Eh bien, soyez jaloux, adeptes de la course. Le tout petit hamster peut vraiment courir 10 km chaque nuit. Ce comportement de fuite des rongeurs en captivité est étudié depuis plus d'1 siècle par des scientifiques très sérieux. Les rats et autres hamsters ont été observés, analysés, même disséqués au fil des ans, et pourtant, aucun de ces brillants esprits n'a réussi à comprendre pourquoi les rongeurs agissent ainsi à courir sans but. Pourtant, ces espèces peuvent, dans certains cas, couvrir des distances incroyables. Le rat parcourt en 24 heures l'équivalent de 43 km, la souris de laboratoire atteint 16 km et le hamster peut parcourir 10 km. Dans le cas du hamster, c'est peut-être pour fuir ses responsabilités. On dit des hamsters que si on touche leur bébé naissant, les parents vont les manger. Ça, c'est pas un mythe, c'est la réalité. Ils le font par instinct de protection. On attribue le même comportement au chat mâle. On dit que si on ne le sépare pas de la portée, qu'il va manger les bébés, et ça, qu'on les touche ou pas. Mais est-ce que c'est vrai? Eh bien, c'est un mythe de penser que les matous, donc les mâles, vont tuer les bébés des femelles si on ne les sépare pas.
Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas arriver, mais ce serait des situations exceptionnelles. Et dans un cas comme ça, on considérerait que c'est un problème de comportement de la part du mâle. On sait par contre que chez les grands félins, particulièrement chez les lions, c'est bien documenté. On sait que les mères, eux, vont protéger leur bébé parce que ça a déjà été documenté où des mâles vont vouloir tuer les bébés pour pouvoir asseoir leur autorité. Mais pour ce qui est des animaux domestiques, donc des chats domestiques, ce serait vraiment un accident de la nature. Donc, les mâles, d'une façon générale, eux, leur but dans la vie, c'est de passer les gènes. De passer leurs gènes. Fait que c'est de s'assurer que c'est mes gènes à moi qui vont être passés d'une génération à l'autre. Fait qu'eux, ils ont tout avantage à faire en sorte que ces chatons-là se développent, deviennent actifs et puissent passer les gènes qu'il leur a transmis. C'est sûr et certain que si on est dans un contexte où est-ce que c'est une très petite cage puis que les animaux sont sous-nourris, ça pourrait arriver que le mâle il va manger les chatons. Mais d'une façon évolutive, c'est pas logique que le mâle va manger les chatons. Mais il faut pas oublier que les chattes aussi parfois vont manger leurs chatons. Ils vont manger les chatons qui sont non viables. À la naissance, les animaux puis entre autres les félins font beaucoup ça. Fait qu'ils mangent le placenta parce qu'ils en ont besoin pour stimuler la montée de lait. Il y a des hormones là-dedans là, qui sont essentielles. Fait qu'ils vont manger le placenta. Ils vont tout lécher le chaton. Puis s'ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas, c'est déjà arrivé, puis ça arrive régulièrement que les femelles vont manger un chaton. Donc oui, la femelle peut manger un de ses bébés ou plusieurs de ses bébés. Par contre, souvent, il y a une cause. Donc en fait, soit que la femelle a un problème de santé, soit que la femelle est faible et sous-alimentée, soit qu'elle a de la douleur, aussi un environnement stressant. Donc c'est très important que notre animal, notre chat, soit dans un environnement peu stressant et puis un environnement qu'elle a choisi. Donc c'est de trouver une cause sous-jacente. Si jamais on n'en trouve pas, parfois c'est juste que, bon, c'est sa première portée, puis elle est pas vraiment maternelle, donc elle sait pas comment réagir, puis elle mange ses bébés. Ça peut arriver, j'en ai déjà vu. À ce moment-là, on conseille de pas continuer la reproduction parce que ça risque de se reproduire là, dans les autres mises-bols. Il y a beaucoup de gens qui disent que si je touche au bébé, ça peut leur donner une odeur, puis à ce moment-là, la mère pourrait ne plus les reconnaître et puis ne plus vouloir s'en occuper. C'est une possibilité. Il faut vraiment être à l'écoute de notre chatte. Donc en fait, j'ai vu plusieurs chattes que même on aidait à faire la mise bas, on aidait à accoucher, on manipulait les rejetons, puis il n'y avait pas de problème là. Par contre, j'ai vu des chattes aussi qui étaient très agressives, qui voulaient pas qu'on approche. Donc à ce moment-là, c'est mieux de ne pas approcher. Du cannibalisme secondaire aux manipulations des humains, j'en ai jamais vu, mais je pense que ça serait pas impossible. Ça serait plutôt associé au stress plutôt qu'à l'odeur des humains. Là. Il y a une particularité de la chatte qui est très, très intéressante au niveau de sa sexualité. Contrairement à la chienne ou à l'humaine qui va ovuler spontanément, la chatte, elle doit avoir plusieurs accouplements pour pouvoir ovuler. Donc, c'est pas nécessairement un accouplement qui va produire un ovule. Plus il y a d'accouplements, plus il va y avoir d'ovules de produits, donc plus que de bébés peuvent être fécondés. Elle va faire ça peut-être avec le même mâle, peut-être avec des mâles différents, tout dépendant de l'endroit où elle se trouve. Ce qui fait qu'on peut avoir des chatons de pairs différents. Bon, on parle de portée, on parle de protection des bébés, tout ça. Il y a une chose que les gens doivent savoir à la maison, c'est qu'une femelle qui est intacte peut avoir à peu près 2 portées par année, peut avoir en moyenne des portées de, disons, 5 chatons. Ça peut être plus que ça. On a déjà vu des portées de 12 chatons. Ce qui veut dire que dans une année, théoriquement, une femelle qui est en mesure de se reproduire peut avoir une dizaine de chatons. Sur, disons, une vie active de 8 à 10 ans, ça peut faire une centaine de chatons. Alors, on peut imaginer
tous les chats qui sont libres, qui sont errants à l'extérieur, ça fait des centaines de milliers de chats qui vont être à ce moment-là abandonnés et qui vont se retrouver souvent dans des refuges et qui vont malheureusement être euthanasiés. Donc, moi, si je peux vous donner un petit conseil, si vous laissez vos chattes et vos matous aller à l'extérieur, faites-les donc stériliser, vous allez sauver beaucoup de vies. Les chats mâles ils aiment vraiment ça, s'accoupler. Ça fait partie de leur nature. En général, ça se fait bien. Sauf qu'il y a des fois où ça dévie un peu. Il y a des cas d'agression sexuelle qui ont été rapportés. Là, on voit ça sur même d'autres chats mâles. Ça peut être sur des femelles qui sont stérilisées, des femelles qui sont pas en chaleur. Ça a même été rapporté sur des chatons. Belle moralité, les chats. Ça vous fait voir votre petit minou d'un autre œil. Évidemment, si Gaspard est castré, ça change la dynamique. Alors, si vous vous imaginez que vous n'avez pas besoin de faire stériliser votre chat parce que c'est un mâle, pensez-y à nouveau. Chez les chats, la contraception, c'est aussi une affaire de gars.